Ça, c'est un chant occitan. Un chant qui commence par Phasen und Trau, Alaneit, Lafenno, Perbeir Sidema Ifadjou. Faisons un trou à la nuit, la femme, pour voir si demain il fait jour. C'est toujours assez passionnant de pénétrer dans l'intimité d'un peintre, de ce qu'il faisait pour lui, et non pas pour les autres. Pourquoi, quand il rentrait chez lui, dessinait-il ça? Est-ce que c'était une compensation à son travail de peintre officiel, un peu servile quelquefois, obéissant à des ordres, et rentrait chez lui, il se laissait aller? Quand Jean-Claude est parti pour faire le film en Espagne, moi j'avais une appréhension parce qu'il commençait déjà à moins voyager. Et donc j'avais une appréhension toujours que quand je suis pas là, quelque chose arrive et tout. Mais bon, il a fait le voyage, il a beaucoup aimé. Il m'appelait tous les soirs de là-bas. Et à chaque fois, il avait des anecdotes à raconter, à me faire son film avant que je ne voie le documentaire. C'est la fin d'une journée de travail et c'est un tableau de bonheur. C'est-à-dire que les paysans ont fini de travailler, ils se reposent, ils sont couchés sur des meules de foin, les chevaux aussi se reposent et tout le monde rit. Tout le monde a apprécié le travail, tout le monde est content. C'est comme si Goya lui-même se disait « j'ai bien travaillé, voilà maintenant je peux rire, je peux aller me reposer ». Bien sûr, il y a derrière, comme toujours chez lui, une fantasmagorie, voire une symbolique. Il y a ici le château puissant des nobles, du pouvoir, mais ici, il y a un autre château qui est constitué par le travail humain et qui monte même plus haut que l'autre. Et au milieu, une fourche qu'on peut prendre déjà pour une fourche révolutionnaire. Quand il est retourné d'Espagne, je pense qu'il savait que ce serait la dernière fois qu'il se rendait là-bas. Et il était très enthousiaste à l'idée d'avoir vu la maison de Goya. Il me disait qu'il se sentait presque chez lui. Dans le village où je suis né, dans la maison, il y a une cheminée de ce type-là, avec une crémaillère et une marmite en cuivre. Je ne suis pas du tout dépaysé. Bien qu'étant en Espagne, à Fuente de Todos, dans la maison où Goya est né.
acuerdo de una conversación un día en un cóctel, algo así, había una dama americana que hablaba con Buñuel y le dijo, Luis Buñuel, está usted aragonés, ¿verdad? Sí, sí. ¿Como Goya? Sí, sí, como Goya, sí. ¿Y está usted sordo? Sí, 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 sí. ¿Como Goya? Sí. Hay 3 sordos famosos en Aragón. Goya, Beethoven y yo. Y la dama americana reflexionó un poco y finalmente dijo, pero Beethoven no era español. No estaba totalmente segura. Es un pintor que tiene esas dos cosas que a veces tiene también Buñuel, ¿no? No sé si lo tengo yo como aragonés, no lo sé, me gustaría tenerlo, ¿no? Un lado brutal, muy bárbaro, si quieres, muy violento. Y por otro lado, una extraordinaria sensibilidad, ¿no? En Goya se ve eso. De repente pinta una niña y es muy delicado, la duquesa de Chinchón. Y luego, en cambio, es capaz de hacer todo lo contrario, ¿no? Dans mon histoire personnelle, il y a une vraie rencontre avec un portrait de Goya qui est aujourd'hui au Louvre. Le portrait de la Solana, qui est ce portrait d'une femme qui se sait très malade, qui décide de laisser une image d'elle à sa fille notamment, à son mari et à sa fille, et qui commande donc à Goya un grand portrait en pied. Pour l'occasion, elle est extrêmement bien vêtue, avec un vêtement à la mode, un grand nœud rose, des souliers très raffinés, des dentelles. Elle est bien sûr vêtue à l'espagnol. Et le portrait qu'a laissé Goya d'elle, il est vraiment bouleversant, parce qu'en fait, on voit cette femme qui est malade, gravement malade, qui le sait. Son visage a quelque chose d'assez ingrat. Elle paraît incroyablement fragile dans ses robes et ses dentelles. Et en même temps, elle est là, elle est forte, elle est présente et elle a traversé les siècles. Claramente él era un pintor que aprendió, podemos decir, el academicismo, la pintura de escuela de academia era muy bueno. La Pradilla de San Isidro siempre me ha parecido que es un cuadro que tiene una especie de espacio, de ámbito, de una cosa, de una alegría. Y la pintura es totalmente suelta, alegre y luminosa y no sé cuánto. Y que yo creo que prácticamente hasta el siglo XX no se ha considerado los cartones de tapices lo maravillosos que son. Verdaderamente una gozada verlos. Thank you.
reconnaît, quoi qu'il fasse, on reconnaît toujours les pieds de ces personnages féminins. Quand on lui demandait de faire un portrait, quand il fallait peindre les mains, il demandait plus d'argent. Mais les pieds, il les faisait très volontiers. Yo que siempre he buscado en la pintura la belleza y el placer, que haya alguien que haya ido hacia las pinturas negras, que es lo contrario, siempre me ha dado cosas, siempre miro y digo, pues si el Gorgo de pronto pinta la condesa de Chinchón, es una cosa exquisita. Il paraît qu'il y avait une fontaine autrefois qui appartenait à un noble et il a voulu la privatiser, la prendre uniquement pour lui. La population s'est révoltée et a dit non, il faut qu'il y ait de l'eau pour tout le monde. C'est pour ça que le village s'appelle Fuente de Todos, fontaine de tous. Quelque part, Goya est une fontaine pour tous. Chacun peut y trouver... pour se désaltérer, pour s'effrayer, pour s'épouvanter même, pour se consoler. This painting is in the Prado, but the Prado let me make a reproduction. It's the only one in the world, and it's here in our house. So Maria Luisa, the Queen of Spain, was painted, 250 years ago almost. Más o menos. But I mean, if you look at the way that the shadows are painted or the way that the whole surface is painted, for me, Goya is one of the most modern painters. And when I say modern, I mean that we could get stuff from him that we could use in modern life. In our movie, At Eternity's Gate, we have Van Gogh go to the Louvre, and he looks at a Goya painting. There were no Goya paintings at the Louvre in those days. Jean-Claude and I put the Goya painting so people can't say that it's not accurate, because we're not trying to make a biopic. We were making our version of his story. We put the Goya painting, and we put Velázquez, who he didn't see either. But he did see prints of Goya, Van Gogh. But there's a continuation of, say, Goya to Van Gogh to Picasso, and so on. I mean, artists give a letter to a handwritten letter to the next, and there's a continuation of this dialogue. La misma fecha en la que supuestamente Goya está en Bolonia, también está en Bolonia Mozart. Mozart, que era un jovencito y que iba con su padre de viaje por toda Europa para darse a conocer, pasa mucho tiempo en Bolonia estudiando con el célebre padre Giambattista Martini. Pero no pudo haber desde luego un encuentro entre Goya y Beethoven, pero quién sabe si no pudo haber uno entre Goya y Mozart, o si pudo escuchar su música en algún momento.
Goya n'était pas seulement un peintre, pas seulement un grand peintre. Toute sa vie, il a dessiné et gravé. Il aimait beaucoup la gravure, l'eau forte. Il a même inventé des nouvelles techniques qui n'existaient pas avant lui. Ici, nous avons 2 de ses albums, dont le plus célèbre, qui s'appelle Les Caprices, qui a été publié en 99, tout à fait à la fin du XVIIIe siècle, et qui donc a été, on peut dire après, post-révolutionnaire. Et ces Caprices, qui sont une de ses œuvres les plus célèbres, il est très très difficile et presque impossible d'y mettre en ordre, car il y a de tout. C'est-à-dire, c'est comme un reflet de ses pensées qui se transforme immédiatement en image. Je suis certaine que derrière l'art de Goya, il y a bien sûr une pensée. Il y a une culture immense, il y a une curiosité immense. Quand on rentre dans son monde, on les voit, des références dans l'histoire de l'art, des références dans l'actualité autour de lui. Donc on ne peut pas dire que c'est seulement un inventaire formel, c'est le limiter. On ne peut pas dire que c'est seulement un penseur, parce que c'est aussi un homme de la matière. Lo bonito del grabado es que nunca sabes cuál es el efecto que va a tener. De hecho, Goya lo que hacía era hacer pruebas y seguir trabajando. Por ejemplo, él hacía agua fuerte, trabajaba buril y punta seca. Directamente con el punzón, donde veía que faltaba un negro, pues rascaba. El grabado de Goya es muy expresivo, entonces un poco como la línea de pintura de Van Gogh, ¿no? Yo me imagino que Goya lo que tenía era una energía brutal por los trazos que tiene en sus dibujos, en sus pinturas. No es solo un proceso de estampación, un proceso mecánico, es un proceso creativo, donde pones mucho de ti en cada paso que das, estás decidiendo. El grabado tiene un punto mágico. Un dibujo es algo original y con más valor, pero el grabado tiene esa magia, no sé, el metal, la mordedura, la tinta que se extiende, no sé lo que es, pero es algo increíble. Quand on feuillette ces albums, on se pose évidemment 1000 questions sur le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cet homme a un grand cadenas sur les oreilles, avec un trou pour la clé, comme s'il fallait ouvrir sa tête pour entendre? Oui. Il y a énormément de ce qu'on pourrait appeler des symboles. Chaque gravure de Goya pose une question à celui qui la regarde. Il lui dit, est-ce que tu as ça en toi? Est-ce qu'il t'arrive de danser comme ces filles-là? Qu'est-ce que tu vois que moi je ne vois pas?
C'est ça, là, évidemment, qui fait les très grands artistes. Ceux qui voient en nous, des choses que nous ne voyons pas. Il me lisait très souvent un extrait du Mahabharata où il y avait identité de nature entre le contempleur et le contemplé. Ce qui est d'ailleurs l'un des principes de la mécanique quantique. L'observateur modifie ce qu'il observe. Ce qui, dans la physique classique, n'est jamais considéré. Parce qu'il existe un monde extérieur que l'on regarde de manière objective. Mais dans la mécanique quantique, il y a le retour de la subjectivité de l'artiste. C'est ça qui l'intéressait. Chacun y voit ce qu'il veut. Je l'appelle la condition féminine. C'est une image très étonnante d'une femme, surtout si on voit bien qu'elle rit et qu'elle est heureuse d'être emportée. Il voulait apprendre toujours. Par exemple, sa relation avec la science. Il avait 50 ans quand il a connu Michel Cassé et Jean Audouze. C'est aussi un ailleurs pour lui. C'est-à-dire il pouvait se contenter de tout ce qu'il savait sur le cinéma, le théâtre, et se dire, voilà, ma vie est faite. Mais non, il va vers la science et il apprend. On a la chance de vivre sur une planète intéressante. La Terre il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais elle est intéressante. Moi, j'ai vécu par curiosité aussi. C'est que j'ai été toujours poussé par, oui, on peut dire la curiosité. Et la sympathie aussi. Il était fasciné par le fait que les astrophysiciens avaient la perception de l'invisible. Parce que notre œil a été éduqué par le soleil. Je lui disais, le visible n'est que l'écume de la lumière. Et en tant qu'artiste, il a été fasciné par l'idée de transcender la vision. Je suis venu avec Buñuel ici. C'est lui qui m'a amené la première fois, en 64 ou 5, quelque chose comme ça. Il était aragonais comme Goya, bien sûr, qu'il connaissait et qu'il aimait beaucoup. Il avait écrit un scénario sur Goya dans sa jeunesse, qu'il n'a jamais réalisé. Il le trouvait trop biographique. Tellement difficile de faire un film sur un peintre. No hay que decirle el primo, ni con el valor que sale, que yo sé que es la zagala de los que rompen el aire. No la doy a entender flores, ni a vosotras bellas así, que este amoroso festejo solo. Il me manque, non, parce qu'il est toujours là. À vrai dire, assez souvent, quand j'ai une décision à prendre, aussi bien dans un scénario que dans la vie, je lui demande conseil, je me demande qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place. Et je ne l'ai jamais pu prendre en défaut tout au long de 20 années. Fuimos, creo, 2 veces al Prado a ver especialmente las pinturas negras, que son extraordinarias y que
que Buñuel consideraba con algo suspicioso, como si no se trataba de una cosa seria totalmente. Oui, on arrive ici dans la salle extraordinaire. Je me rappelle la première fois où j'y suis rentré, j'ai eu peur de ce que je voyais. C'est la salle la plus sombre, la plus étrange, la plus tourmentée de toutes les œuvres de Goya. Et le plus étonnant, c'est de penser qu'il avait ça chez lui, que ces créatures-là, qu'il a imaginées, qu'il a tirées, on ne sait d'où, il les avait en face de lui, chez lui, dans sa maison, à très peu de distance de Madrid. Il avait ça sous les yeux, sans arrêt. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est celui-ci, qui est un visage à peine dessiné d'une jeune fille, très jeune encore, et qui semble se demander, mais est-ce que moi aussi je vais rentrer dans ce monde-là? Est-ce que c'est la vie qui m'attend? J'ai toujours été très touché par ce visage-là. Nous venions de voir le taureau, 3 garçons, 3 fillettes. Sur la pelouse, il faisait beau, et nous dansions en modérant au son des castagnettes. Dites-moi, voisin, si je prends mine, et si ma basquine va bien ce matin, vous me trouvez la taille fine, vous me trouvez la taille fine. Les filles de Cadiz aiment danser cela. Les filles de Cadiz aiment danser cela. Les filles de Cadiz aiment danser cela. Et nous dansions un boléro, un soir, c'était dimanche. Vers nous son vieux Denis d'Alcan, cousu dans un arbre de chapeau, et de moi sur la hanche. Si tu veux de moi, brûlot de sourire, tu n'as qu'à le dire, c'est ton rêve à toi. Passez votre chemin, mon sire, passez votre chemin, mon sire. Les filles de Cadiz n'entendent pas cela. Les filles de Cadiz n'entendent pas cela. La 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 la. Les filles de Cadiz n'entendent pas cela.